Guillaume Lebert de la société Pragma Industrie. Je vais vous parler aujourd'hui du choix que nous avons fait et que nous avons été visiblement les seuls à faire au monde pour l'instant, et vous expliquer pourquoi est-ce que la petite mobilité à hydrogène nous semble être une bonne option. Donc déjà, on va commencer par définir le problème auquel se sont attaqués Pierre Forté et Rémi Sucoja, les deux fondateurs de la société. Ils sont partis du constat et des chiffres qu'on avait eu il y a quelque temps, qui ont commencé à apparaître, qui ont été largement documentés hier et encore ce matin sur les problèmes des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, quand on regarde les gaz à effet de serre, alors je suis prêt à parler de l'exactitude des chiffres autant que vous voulez. On reprend ce qu'on a trouvé dans la littérature, mais 75% des gaz à effet de serre sont du carbone. Et quand on descend dans le détail, on s'aperçoit que 35% proviennent de la mobilité. Mobilité au sens large, hein, que ce soit le transport de marchandises ou de personnes en urbain ou en intercité. Quand on fait le focus sur l'urbain, ça représente 54% de ces 35%. Et quand on regarde les différents par modal ou les différents usages qui génèrent ces gaz à effet de serre, on s'aperçoit que 75%, c'est la voiture. Or, les voitures, aujourd'hui, servent majoritairement à transporter une personne. Et donc, on aboutit à la conclusion que si on veut réduire 9,4% des gaz à émissions à effet de serre dans le monde, voilà, on peut simplement regarder comment est-ce que une personne peut se déplacer en ville. Alors, souvent l'objection c'est ouais, c'est sympa votre truc, mais on n'est pas forcément toujours tout seul, et en plus des fois on a des grandes distances, etc. Donc, j'entends, et excusez-moi, j'ai dû me tromper dans les... Non, c'est ça. J'entends, mais on a aujourd'hui quand même une grosse partie de ces déplacements qui se font sur des très petites distances. Donc, le CO2 émis, quand on passe d'un véhicule voiture à un véhicule individuel qui nous permettrait de faire la même distance de moins de 5 km, en fait peut être réduit des 2/3, voire des 3/4 assez facilement. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est celui-là. Alors moi, c'est plutôt le monde duquel je viens. Je suis pas du tout quelqu'un de la technologie hydrogène. Je m'étais occupé ces 5 dernières années de vendre des systèmes de vélos en libre service. Et donc, mon cheval de bataille ces 5 dernières années, c'était ça. Alors, la semaine dernière, je discutais avec des gens de l'agglomération de Redon. Ils ne connaissent pas souvent, ce problème à Redon. Par contre, je pense qu'à Nice et Sophia Antipolis, ça doit vous évoquer quelque chose de connu. Ouais, c'est bien, je vois plein de gens qui me disent oui. Ok, donc ça aussi, il y a des solutions qui ont été proposées, qui ont été documentées, qui ont été étudiées. Et pour les illustrer, il y a quelque chose qui est qui tourne depuis quelque temps sur le web. C'est que dans une rue, quand on met 40 voitures, ça donne ça. Quand on met 40 vélos, ça fait tout de suite beaucoup plus de place. Hein. J'ai même pas pris en compte le fait que les voitures dont on a parlé ici passent en gros 75% de leur temps complètement immobilisées. Donc en termes de réflexion, de développement urbain sur l'emprise de la voiture dans nos villes, c'est juste énorme. Ah bah là voilà ma slide.
avec laquelle je voulais vous montrer que quand même 50% de nos déplacements font moins de 5 km. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait un vélo. Alors, 2013, la Poste est arrivée chez Pragma, qui bossait depuis 2004 sur la pile à combustible. Elle leur a dit, tous nos postiers, là, ils ont 40 kilos de courrier à trimballer tous les jours, on aimerait bien leur donner un petit peu d'assistance sur leur vélo. Donc, Pierre et Rémi ont commencé à se pencher sur le sujet. La technologie batterie était à l'époque plus mature. Donc c'est là-dessus que la Poste s'est orientée, mais ça ne les a pas découragés. Et de 2013 à 2016, ils ont produit différents prototypes, puis une pré-série, et 2017, ils ont fait une levée de fonds pour produire 100 premiers vélos, qui ressemblent comme des petits frères associés, mais qui n'avaient que 80 km d'autonomie. Celui-ci en a 120, c'est notre production 2019 que nous avons faite pour le G7 à Biarritz. Ces vélos ont été produits au mois de juillet et mis directement à disposition des journalistes qui se trouvaient être au centre de presse, près de l'aéroport. Je ne sais pas si vous connaissez Biarritz, mais c'est près de l'aéroport. Alors que l'action pendant le G7 se passait à Biarritz Downtown. Donc voilà, c'est un vélo qui aujourd'hui a le mérite d'exister, de proposer un usage agréable. En moyenne, les journalistes pendant le G7 l'ont utilisé 3,6 fois en 4 jours, qui a le mérite aussi d'être industrialisé, et sur lequel nous travaillons pour le ramener à un prix en 2020 qui va être de 4 000 €, donc là on sera dans le marché, et sur lequel il n'y aura plus 1 gramme de lithium. Là on a encore une petite batterie ici au lithium, donc je vous explique rapidement le fonctionnement. On a une buse qui permet de recharger de l'hydrogène, on met 42 grammes d'hydrogène dans ce vélo, là on a une bouteille qui contient ces 42 grammes d'hydrogène. Ensuite, ça distribue vers la pile à combustible qui se trouve ici. Et de là, on produit de l'eau et de l'énergie pour le moteur qui est ici. Donc, recharge en 1 minute, 120 km d'autonomie, c'est principalement ça les avantages que l'on propose. À titre individuel, au niveau collectif, on en a parlé, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre. Et l'empreinte sur la voirie. Alors on nous fait souvent l'objection voilà, votre vélo, en gros, il sert à rien. Alors on pense quand même qu'il y a quelques éléments de réponse. Donc le mauvais rendement énergétique qui est imputé à l'hydrogène, on ne le nie pas, mais par contre on dit que c'est une vue tout à fait nombriliste et dans un contexte franco-français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend tout le cycle du lithium qui sert aux batteries, eh bien, on arrive à un rendement qui est pas bien meilleur. C'est juste qu'avec le lithium, on a déplacé la pollution vers ailleurs. On nous dit oui, c'est pas une solution alternative décente. On ne nie pas. Ça, c'est sympa quand il fait beau, quand je suis tout seul, et que j'ai effectivement moins de 10 km à faire. Quand je suis avec une valise, ça marche plus. Quand je suis avec mes enfants, ça marche plus. Donc notre boulot chez Pragma, c'est aussi de développer des solutions de triporteurs, c'est aussi de développer tout un linéaire de véhicules en fait qui permettent d'adapter à tous les usages de la vie courante en milieu urbain. On nous dit vous êtes tout seul dans votre coin et vous n'avez pas de réseau d'hydrogène. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des stations hydrogène à Guyancourt, à Avranches, à Saint-Lô, à Chambéry, à Biarritz. On a quelques-unes. Après, on est devant la grande page blanche de l'hydrogène. Et quand on regarde sur d'autres véhicules comme les voitures, c'est assez criant. On a 11 630 stations à essence en France. On en a 20 pour les voitures à hydrogène. Donc voilà, ça vous donne également une idée du chemin qui reste à parcourir. À l'instant T, je ne nie pas, c'est une objection qu'on peut nous faire, mais on doit travailler pour y remédier. Donc aujourd'hui, avec les vélos, on a en plus le système des stations, et on a en plus le système d'avitaillement de ces stations adaptées aux petites mobilités. Des coûts prohibitifs, oui, c'est vrai.
Ce vélo-là, il coûte 7 500 €. Ça fait peur, mais on est aussi, je vous le rappelle, dans le moment où, à l'instar des 100 premiers smartphones, qui coûtaient plus cher que leur poids en or, on est au début du développement de ce produit. Donc, objectif l'année prochaine, être 4000, comme je vous l'ai dit. Là, on va être effectivement dans le marché. Avec, en plus, l'intention de affirmer chez nous de passer d'une possession à un partage. C'est-à-dire que le coût du vélo de 4000 €, quand il est partagé ou quand il est en location longue durée, devient, dans un budget mensuel, quelque chose de tout à fait entendable. Et dernier point, et là je fais peut-être un... Alors je ne veux pas faire un procès d'intention, mais je veux quand même faire remarquer que les gens qui sont dans la production d'hydrogène aujourd'hui sont dans l'optique de produire en masse. C'est-à-dire qu'ils regardent du côté du bus, du côté des voitures, où là ils estiment qu'il y a des grands nombres, il y a du vrai business à faire. Alors, excusez-nous d'être trop efficace. Avec 800 grammes d'hydrogène, ce vélo-là va tourner 2500 km par an, c'est-à-dire 5 km pour aller au boulot, 5 km pour en revenir, 5 jours par an, nombre de semaines travaillées dans l'année. 800 grammes. Un bus, pour faire 100 km, il consomme 4 kg. Alors, je comprends très bien la logique qu'ont les gaziers à produire des grosses unités, mais nous, on estime qu'on a également notre place et on cherche des partenariats aujourd'hui pour faire des petites unités adaptées à la petite mobilité. Autant en voiture, vous allez faire les 5 km pour aller chercher de l'essence, autant un vélo, si ça a plus de 2 km, ça va devenir rapidement rébarbatif, surtout quand il pleut. Attendez, si je ne tourne pas dans le bon sens. Voilà. Et donc là-dessus, si vous voulez, nous, ce qu'on est en train d'organiser, on commence à être un petit peu loin de nos métiers. Voilà, c'est tout ça. Donc ça pointe, ouais. Voilà. Donc voilà, on est aujourd'hui en train de travailler là-dessus. Alors on a des demandes des fois un peu exotiques qui nous arrivent, en disant si vous faites du moteur hors bord de petite puissance pour Amsterdam, ça pourrait être vachement sympa parce qu'ils veulent enlever toutes les voitures du centre-ville. Vous voyez, ok, bon, jusqu'à 1 kW, on saura faire. Au-dessus, on ne sait pas faire. Les stations, on a plusieurs modèles. On peut avoir des petites stations qui consistent simplement en un tuyau. Vous pouvez avoir une bouteille but à gaz chez vous, l'équivalent d'une butte à gaz avec de l'hydrogène dedans. Ça vous donne 500 km d'autonomie. Vous rechargez votre vélo en 1 minute à chaque fois et vous êtes reparti. On a le système de ces stations en question. Et ce qu'on aimerait bien trouver aujourd'hui, et là je lance un appel à toutes les bonnes volontés, c'est la façon de venir recharger nos bonbonnes ici, dans des unités de production comme celle-là. Alors j'espérais beaucoup de la torche à plasma, malheureusement elle est prévue encore une fois pour des gros volumes, pour des raisons techniques, pour des raisons de modèle économique. Bon, c'est peut-être, j'espère que ce n'est que remis à plus tard. Voilà, donc ça c'est notre proposition. En fait, c'est d'arriver auprès des collectivités ou des entreprises, et puis d'arriver avec tout l'écosystème. Quand on regarde pour 1000, 2000, 3000 collaborateurs, quand on regarde pour une agglomération qui fait 15 000, 60 000 ou plus habitants, on peut développer une flotte. Ça vaut le coup d'installer des petites stations de façon à en avoir tous les, comme je disais tout à l'heure, 2 km environ. On a aujourd'hui des gens qui nous disent ça nous paraît être l'avenir, trouvez-nous un terrain d'expérimentation et puis on participera au financement. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un terrain pour venir poser des vélos, un minimum de 100 vélos en fait, puisque toutes nos expérimentations jusqu'à présent, enfin, nos clients jusqu'à présent, ne tournaient qu'avec 15 à 20 vélos. Voilà, bon, il fallait faire vite, on est 5 dans l'après-midi. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Oui.
Bravo déjà pour ce bijou technologique. J'ai deux petites questions. La première, je pense que sûrement vous avez pensé à ça, mais qu'en est-il de la sécurité? Est-ce que si, vous savez, si on achète un bijou comme ça, on fait attention au début, mais après un bijou, on le fait tomber, ça peut recevoir un coup. Donc, juste une petite précision si vous pouvez sur ce point. La deuxième question par rapport au prix, qu'est-ce qui empêche de faire baisser les prix significativement? Est-ce que c'est vraiment un frein technologique lié à l'utilisation de certains matériaux ou une production de masse pourrait vraiment baisser les prix au-dessous, j'imagine, de par exemple 1000 euros? Voilà, merci. Alors sur la première question, le vélo en lui-même est homologué, c'est un peu technique, mais ça s'appelle TPED, c'est-à-dire que en gros, il a été balancé du deuxième étage d'un immeuble, il se passe rien. Le danger de l'hydrogène, c'est pas tellement l'hydrogène lui-même. Là, on en a 42 grammes. Si vous prenez, dans la boîte où je bossais avant, il y avait des quartiers où, quand ils voyaient un vélo arriver, ils prenaient un casque. Et ils allaient le chercher parce qu'ils savaient très bien que le lendemain matin, le vélo, ils le retrouveraient carbonisé. Donc si quelqu'un s'amuse à faire ça avec ce même vélo, il va y avoir une flamme de 10 secondes environ qui va évacuer l'hydrogène qui se trouve dans la bouteille, et c'est tout. Le danger qu'on a sur ce vélo, c'est encore le lithium. Voilà. C'est pour ça que l'année prochaine, on a pour intention d'éliminer complètement le lithium. Donc le danger de ce vélo, s'il y en a un, c'est de se prendre un train dans la figure, mais je pense que quand on est cycliste et qu'on se prend un train à 90 km/h, c'est plus tellement un problème, malheureusement, quoi. Sur la question du prix, alors l'industrie du cycle est extrêmement bien organisée. Juste en France, il se vend 2 780 000 vélos par an. Donc nous, on pèse rien pour l'instant. On espère qu'on va peser de plus en plus. Mais voilà, donc tous les petits composants en fait qui sont sur ce vélo, aujourd'hui, ils sont déjà à des niveaux super optimisés. Et quand on passe d'une production de 200 à une production de 2000 ou de 20 000, comme selon notre plan, à 5 ans, on va pas gagner grand-chose sur ce volume-là. On va gagner en revanche si on élimine la batterie, parce que derrière la batterie, c'est tout un système informatique qui, avec des cartes, des BMS, etc., qui sautent et qui va permettre de simplifier de réduire l'équation. Et puis effectivement, après, il y a cette question qui consiste à dire que quand on arrive à 10 000, on peut commencer à mécaniser. Aujourd'hui, les piles à combustible, il faut que vous compreniez, c'est un empilement de 25 couches de graphite entre lesquelles on met un catalyseur qui est sur un feutre, voilà. Et tout ça, il faut que ça ne fuit pas, il faut que ce soit très bien monté. Donc c'est extrêmement consommateur de temps. Dès qu'on va être à 10 000 vélos, ok, on va pouvoir encore une fois encore réduire les prix par deux. Donc 7 500, l'année prochaine 4 000, et on espère dans 3 ans 2 000. Et là, on pourra en plus aller sur les marchés où ils ont des problèmes de mobilité, sans avoir de solution, parce que de toute façon, ils n'ont pas de réseau électrique. Aujourd'hui, vous allez à Johannesburg, il y a des cohortes de gens qui se promènent le long des rues, ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce que vous voulez leur donner un vélo électrique? Ils n'ont pas de prise. C'est compliqué. Et donc à 2000, on pourra commencer à adresser ce sujet. Encore une fois, avec une approche partagée du vélo. Merci. Alors, on est effectivement en partenariat avec Engie, qui a objectivement financé ces 200 vélos sur le G7. Engie a une logique de grosse boîte. Et il s'était dit, ouais, les vélos, c'est bien. Et là, ils sont en train de se heurter au même problème que nous. C'est-à-dire que nous, on a besoin de 42 grammes d'hydrogène et on pèse rien. Et ils n'ont pas de solution pour nous. C'est la réalité des faits. C'est une boîte du CAC 40. Quand il faut s'adresser à un petit problème, ils n'ont pas de petite solution, en fait. Mais oui, Engie il est toujours notre partenaire autour de cette production cette année. Et l'hydrogène est fourni par qui? C'est l'air liquide?
Alors aujourd'hui, on est complètement opportuniste. C'est-à-dire que des fois, on prend de l'hydrogène chez Air Liquide, chez Linde. Il y a beaucoup d'initiatives qui travaillent autour de projets d'ombrières qui alimentent ensuite des catalyseurs. Donc là, on est sur des circuits très fermés. Comment dire, si on pousse la logique jusqu'au bout, on devrait avoir aujourd'hui des gens comme la tricyclerie à Nantes qui récupèrent les déchets humides des restaurants, qui les envoient sur un méthaniseur. De ce méthane, on peut fabriquer l'hydrogène qui permet pour partie de continuer à récupérer des déchets et pour autre partie d'alimenter des vélos ou des triporteurs pour des gens qui veulent se déplacer localement. Pour moi, ça, c'est l'exemple type de la vraie économie circulaire. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ça me paraît être une définition de boucle locale résiliente, quoi. Et vous le stockez à quelle pression là, dans le vélo à 300 bars. Et donc il vous faut une alimentation à 300 bars. À 300 bars. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait le coût aussi de l'hydrogène, de manière générale, c'est qu'on est obligé de le stocker à haute pression. Alors les voitures c'est 700, les bus c'est 350, nous on est à 300. Avec les vélos, on a une logique qui est sensiblement différente de celle des gros véhicules. C'est-à-dire que quand vous avez un bus à 350 ou une voiture à 700, on va prendre de l'hydrogène, on va mettre de l'azote liquide avec pour le refroidir, parce que sinon, quand on le mettrait dans le véhicule, il se dilaterait trop vite. Et donc 10 minutes plus tard, ah ben tiens, je pensais que j'avais fait un plein, mais oui, mais en fait, que j'ai que les 2 tiers. C'est le problème. À vélo, on est un petit peu sur une logique différente, puisque avec 120 km d'autonomie, on peut se permettre de ne faire quasiment qu'un demi-plein, et on sera mieux disant que, en gros, la moitié du marché des véhicules, enfin des vélos à assistance électrique à batterie. Et donc, on peut fonctionner sur un système de cascade, c'est-à-dire qu'avec un vélo vide, vous venez près d'une station dans laquelle il y a 3 bouteilles. La première bouteille est pas très pleine, mais avec juste un équilibre de pression, on remplit un peu. Ensuite, ça switch sur la bouteille suivante, ça remplit un peu plus, et c'est ensuite sur la bouteille suivante. Alors on arrive pratiquement à avoir 3/4 de plein ou un plein presque complet si on vient de ravitailler la station. Et donc, voilà, si vous avez une station tous les kilomètres, on peut à ce moment-là arriver à fournir de l'hydrogène sans compresseur et à un coût complètement raisonnable, à condition de pouvoir alimenter les stations avant. C'était le schéma qui était celui-là. Là. Ce dont je vous parle, là, avec l'équilibre des pressions, ça se passe ici. À la limite, quand vous avez fait 60 km à vélo, ouais, ça vous fait votre trajet pour la semaine. Bon, ok, le samedi, vous repartez encore 2 minutes pour aller réalimenter votre vélo, quoi. Ah non, 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 c'est toi qui tiens la cloche, hein, Antoine. Bon, eh bien, écoutez, merci de votre attention.